Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. À l'EPREUVE des territoires. UNIVERSITE et territoire. Nouvelle relation, ancienne logique. Jérôme Ost. Jérôme Ost est docteur en sciences politiques. Il a soutenu en 2004 une thèse portant sur l'évolution du gouvernement des politiques d'implantation universitaire depuis le début de la Ve République. Est actuellement post-doctorant INRETS au groupe d'analyse du risque routier et de sa gouvernance, GARIG, et travaille sur le rôle de l'Union européenne dans la politique de sécurité routière. Courriel, jerome.ost@tiscali.fr. Résumé. À la fin des années 1980, le lancement du plan Université 2000 marque la généralisation de l'investissement des collectivités locales dans le financement des politiques d'implantation universitaire. La prédominance de l'État sur le domaine semble avoir vécu. L'adoption d'une perspective diachronique et microscopique dans l'analyse des négociations conduit cependant à relativiser ce mouvement de perte d'influence étatique et de montée en puissance des collectivités locales. Plus qu'à une consécration du pouvoir des collectivités locales, l'investissement croissant des autorités locales aboutit à un renforcement de l'autonomie des présidents d'universités. Abstract. At the end of the année 1980, French Local Authority and the State join their force to finance university development. The state domination seems to end in this field. This paper take a critical look at this evolution. If the analysts adopt a diachronic and microscopic approach, the decline of state influence and the strengthening of local authority are not so evident. The local investment is essentially benefit to the university's president, who increase their autonomy. Les contrats Université 2000 qui ont été signés, le dernier en décembre 1992, entre l'État et les collectivités territoriales manque une discontinuité importante dans l'histoire universitaire de notre pays. Pour la première fois, des collectivités territoriales, régions d'abord, mais aussi souvent départements et villes, sont devenus des partenaires officiels et à part entière de la politique universitaire. Le tous-État fait place au partenariat avec les collectivités territoriales. Allègre 1993, page 139. À suivre l'ancien ministre de l'Éducation nationale, les politiques universitaires n'échapperaient pas à la montée en puissance des collectivités locales dans la conduite de l'action publique. La thèse trouve incontestablement des éléments d'accréditation. C'est dans le champ du financement de l'immobilier universitaire qu'ils nous semblent les plus nombreux. À la fin des années 1980, le ministère de l'Éducation nationale lance le schéma Université 2000. Incapables de faire face à l'accroissement prévu des effectifs étudiants, les services ministériels doivent faire appel aux collectivités locales pour financer le développement des capacités d'accueil universitaire. Ost 2004, Barès 1996. Alors que l'enseignement supérieur reste une compétence strictement étatique, les élus locaux répondent favorablement à l'appel ministériel. Ce partenariat entre l'État et les collectivités locales se pérennise tout au long de la décennie 1990. Le plan Université du troisième millénaire, U3M, lancé en 1998 et basé sur une philosophie identique d'association, rencontre le même succès qu'U2000. La configuration universitaire française, historiquement dominée par une relation triangulaire entre le ministère de l'Éducation nationale, les universités et les instances de représentation des disciplines, Musselin 2001, s'amenderait donc à la fin des années 1980 pour s'ouvrir aux intérêts locaux. Suivant en cela un mouvement général repérable dans de nombreuses politiques publiques, Durand et Koenig 1996, Müller 1992, les politiques universitaires seraient marquées par le recul des capacités d'intervention du centre étatique, la montée en puissance des collectivités locales et la prégnance accrue des références aux X territoires S dans la conduite de L'. Action publique, Filâtre, Manifet 2003, Datar 1998. Séduisante, la thèse d'un passage du secteur au territoire dans les politiques d'implantation universitaire s'appuie cependant rarement sur une connaissance fine des logiques dominant l'intervention de l'État dans les années 1960.
en nous appuyant sur les résultats d'un travail doctoral achevé comparant la conduite de 2 projets d'implantation universitaire avant et après la décentralisation, Host 2004, et en mobilisant les outils de l'analyse de l'action publique, nous chercherons à montrer que l'adoption d'une focale d'analyse à la fois microscopique et diachronique conduit à relativiser notablement l'hypothèse d'une territorialisation des politiques d'implantation universitaire. À bien y regarder, le domaine d'analyse retenu n'est pas tant marqué que cela par les tendances constitutives de la notion de territorialisation, Douillet 2005b, le recul de l'influence du centre étatique, le pouvoir croissant des élus locaux, 1, et le débordement des logiques sectorielles d'intervention, 2, ne semblent pas véritablement caractériser ce champ d'intervention. 1. Un recul du centre MINISTERIEL ? Dès lors que l'analyste s'appuie sur une comparaison diachronique, le repli du pouvoir central apparaît moins fort qu'il n'y paraît. Une plongée dans les archives ministérielles relativise en effet singulièrement le poids des acteurs centraux dans les années 1960. Au début de la Ve République, les directions centrales du ministère de l'Éducation nationale s'avèrent largement incapables d'être de véritables centres d'impulsion des politiques. Les initiatives viennent bien plus du recteur d'académie, du préfet ou du directeur départemental de la construction qui, en se coordonnant au niveau déconcentré, disposent d'un pouvoir d'initiative important. Même quand ils parviennent à définir des objectifs propres, les acteurs centraux restent dépendants des acteurs locaux pour les institutionnaliser dans l'action publique. Après la crise de 1968, la tentative portée par la direction de l'enseignement supérieur de rompre avec la politique des campus est un exemple emblématique des limites du pouvoir ministériel. Sans le soutien des élus locaux, les acteurs centraux ne parviennent pas à réinsérer les bâtiments universitaires en centre-ville. Il faut attendre le lancement du plan Université 2000 pour que, avec cette fois l'appui du personnel politique local, l'université retrouve le cœur des agglomérations. Dans la période contemporaine, la situation des directions centrales n'a pas beaucoup changé. Leurs membres souffrent toujours d'un déficit patent d'information et de cloisonnements administratifs. La décentralisation ne fait ici que renforcer des tendances déjà repérables dans les années 1960 et qui tiennent à une position organisationnelle centrale, peu favorable à l'initiative et à l'administration quotidienne des dossiers, Crozier 1963. Le déficit d'influence centrale au début de la Ve République ne doit cependant pas être surestimé. Si les bureaux des directions pèsent marginalement sur l'action publique, le cabinet ministériel dispose de marges de manœuvre sensiblement plus importantes. L'obtention du soutien ministériel permet ainsi souvent d'accélérer la gestion des dossiers et de dépasser les blocages administratifs. Mais là encore, le pouvoir du ministre ne semble guère altéré par la décentralisation. Loin de ne promouvoir qu'un cadre institutionnel permettant d'encadrer les négociations locales, Durand-Koenig 1996, le ministre reste un acteur incontournable de l'instruction des dossiers. Il est l'interlocuteur des élus locaux dans la négociation financière. Il reste capable d'énoncer des priorités, comme le logement étudiant, la recherche et la vie étudiante pour U3M qui orientent les négociations locales. Surtout, il conserve un droit de contrôle sur les opérations arrêtées au niveau local. Pas plus qu'ils ne sont tout-puissants au début de la Ve République, les services centraux ne sont donc pas exclus des négociations dans la période contemporaine. Symétriquement, le comparatisme diachronique permet de relativiser l'actuelle montée en puissance des élus locaux. Les notables locaux bénéficient dans les années 1960 d'un droit à l'abstention. Même sollicités par le préfet, les universitaires et le recteur d'académie, les élus rhodaniens restent largement insensibles aux demandes d'intervention. En mettant en avant leur absence de compétences dans le domaine, ils se défaussent sur l'État et refusent de mobiliser les finances locales pour intervenir. Dans ce cadre, ils peuvent, sur les projets qui leur apparaissent prioritaires, se comporter en mécènes. Après la décentralisation, si le personnel politique local est un partenaire incontournable de l'État, ces interventions ciblées semblent beaucoup plus difficiles à opérer. Dès lors qu'une institution locale s'engage dans le financement des politiques d'implantation universitaire, le retrait devient difficile à jouer.
L'abstention sur un champ de politique qui est souvent présenté comme essentiel pour assurer le développement économique et la compétitivité internationale des territoires. Le risque de voir les crédits initialement prévus par l'État investis sur d'autres territoires pousse les élus locaux à accepter le cofinancement. La difficulté du retrait est bien attestée par le retournement des collectivités locales d'Île-de-France entre le début et la fin des années 1990. Quasiment absentes du plan Université 2000, elles se sont massivement engagées dans le financement du 3M. En ne constituant pas un âge d'or, ou un âge de pierre du fonctionnement de l'action publique avant la décentralisation, le comparatisme diachronique permet donc de relativiser le double mouvement de perte d'influence des services centraux et de montée en puissance des collectivités territoriales. De manière convergente, l'adoption d'une perspective microscopique dans l'analyse des négociations contribue à remettre en cause l'hypothèse d'une subversion des frontières sectorielles impulsée par la présence accrue des élus locaux dans les négociations. 2. Un DESEBORDEMENTDFRONTIERES sectoriel. Si elle associe bien de nombreux acteurs en région, la discussion des plans U2000 et U3M à Lyon n'illustre que bien peu la thèse d'une coproduction des politiques publiques porteuse d'une transversalité accrue. Les frontières sectorielles résistent largement à la présence croissante des élus locaux dans les négociations. Pourtant, à Lyon, le contexte semble particulièrement favorable au débordement des frontières sectorielles. Les élus locaux ne font en effet pas que répondre à l'appel ministériel, en s'engageant dans le financement des politiques d'implantation universitaire. Par la mise en place de groupes de réflexion prospectifs, ils cherchent, dès la fin des années 1980 pour la communauté urbaine de Lyon, au début des années 1990 pour la région Rhône-Alpes, à définir les objectifs qu'ils poursuivent en finançant les politiques d'implantation universitaire. Le Grand Lyon, en soutenant l'université, cherche à internationaliser l'agglomération et à renforcer sa place dans la concurrence européenne des territoires. L'institution régionale tente de promouvoir l'équilibre de son territoire en finançant des locaux universitaires dans les villes moyennes. Pourtant, même armés d'objectifs définis, les élus locaux peinent à orienter l'action publique. Une analyse minutieuse des négociations montre en effet qu'ils participent uniquement au montage financier des projets, sans s'immiscer dans la détermination des objectifs. Les opérations à réaliser sont en effet arrêtées dans des négociations entre le recteur d'académie, les directeurs des grandes écoles lyonnaises et les présidents d'universités. Ces acteurs utilisent des critères sectoriels pour définir les projets prioritaires. Le nombre d'étudiants de chaque filière et la qualité des équipes de recherche à soutenir sont les deux éléments qui leur permettent de sélectionner les opérations immobilières à effectuer. Signe de l'influence très relative des élus locaux dans la négociation, les implantations réalisées correspondent bien peu aux objectifs qu'ils promeuvent. Elles répondent avant tout aux besoins universitaires et aboutissent d'abord à la construction de locaux pour les premiers cycles dans les grandes agglomérations que sont Lyon et Grenoble. L'engagement des élus locaux n'impulse donc pas une réinscription des politiques étudiées dans des objectifs transversaux définis à un niveau infranational. L'investissement des collectivités locales dans le financement des politiques d'implantation universitaire n'est cependant pas sans conséquence sur la localisation du pouvoir à l'intérieur du secteur. À l'inverse des années 1960 où les établissements d'enseignement supérieur entretiennent des relations quasi exclusives avec les services centraux, les exécutifs universitaires développent leurs liens entre eux. Les présidents d'universités et les directeurs de grandes écoles lyonnaises parviennent à définir en se coordonnant une liste d'opérations à réaliser qu'ils imposent ensuite aux financeurs. Tout au long des années 1990, ils font preuve d'une capacité inédite à réguler entre pairs leurs intérêts divergents. Cette stratégie du Front commun universitaire leur permet tout à la fois de se protéger de l'interventionnisme politique local et de développer leur marge de manœuvre à l'égard des services centraux. En mettant en avant une autonomie universitaire reconnue par le droit et par l'histoire, ils parviennent à imposer une division du travail dans les négociations qui leur est profitable. Aux universitaires la détermination des objectifs, aux autres partenaires le montage financier des projets. Déjà confortés par la mise en place des contrats quadriennaux avec le ministère de l'Éducation nationale, Musselin 1997,
Musselin Mignot Gérard 2003. Les présidents d'universités profitent à plein de l'investissement des collectivités locales. Ce ne sont pas ici les capacités à intégrer l'action publique qui glissent du centre vers la périphérie, des hauts fonctionnaires vers les élus locaux, Faure 1994 et 1995, Muller 1992, mais une partie et une partie seulement du pouvoir sectoriel qui s'enracine à un niveau décentralisé, ose apparaître. En permettant de regarder les négociations comme une somme de petites décisions prises dans des espaces distincts, la perspective microscopique permet donc de relativiser la subversion des frontières sectorielles initiée par l'intervention croissante des élus locaux. Conclusion. L'adoption d'une focale d'analyse à la fois diachronique et microscopique pour interroger les politiques, nous conduit donc à porter un regard différent sur des politiques qui a priori participent du mouvement de territorialisation de l'action publique. Il ne s'agit pas ici pour nous de proposer la méthode pour interroger les changements dans l'action publique, mais plutôt d'insister sur les relations entre construction de l'objet, dispositif méthodologique et production des résultats empiriques. Les conclusions distinctes tirées en partant d'une politique voisine par Christelle Manifet dans cet ouvrage sont bien illustratives de ces liens. Au-delà des différences qui tiennent au caractère idiosyncrasique des cas, la divergence des résultats résulte, nous semble-t-il, aussi de construction de l'objet différencié. Le double accent porté par l'auteur sur une sociologie de l'échange et sur les relations entre universités et collectivités locales, lui permet d'insister, à juste titre, sur les apprentissages et les relations qui se nouent entre personnel politique local et universitaire. L'adoption de cette perspective écarte cependant, trop vite, les acteurs centraux qui restent des partenaires incontournables de l'action publique et éludent des logiques sectorielles qui continuent, pour nous, à innerver les prises de décision. Ces résistances aux logiques de territorialisation des politiques publiques ne semblent d'ailleurs pas si rares. Nombreux sont les domaines d'intervention, par exemple, la justice de Maillard-Douillet dans le présent ouvrage, l'équipement Régnier 2002, les politiques de développement local, Douillet 2003 et 2005A, les politiques de l'emploi, Mériot 2005, qui assimilent l'injonction territoriale sans abandonner les logiques d'intervention qui prévalent au début de la Ve République. Ces dernières méritent d'ailleurs tout autant d'être interrogées que les recompositions contemporaines. Bien des champs d'intervention de l'État, pour la culture voir Saez 2005, pour la jeunesse voir l'oncle Morisseau 2002, ne semblent avoir qu'une parenté incertaine avec le modèle central et sectorisé présenté comme caractéristique du modèle français de politique publique, Muller 1985. L'hypothèse, par ailleurs heuristique, d'un passage du secteur au territoire dans les logiques structurant l'action publique gagne à être considérée moins comme décrivant des tendances générales que comme une question de recherche qui doit être confrontée à des terrains empiriques. Plus qu'à des innovations conceptuelles, cette contribution invite donc à la multiplication des analyses adoptant une perspective diachronique et microscopique qui, nous espérons l'avoir montré, constitue une voie prometteuse pour comprendre les recompositions de l'action publique contemporaine. La territorialisation PROBLEM-ATIQUE de l'action universitaire. Dynamique sectorielle et réponse politique locale. Christelle Manifet. Christelle Manifet a obtenu un doctorat de sociologie à l'université de Toulouse-Le Mirail et est associée au CERTOP. Sa thèse a porté sur les modes de gouvernance des villes moyennes françaises. Elle observe le pouvoir politique local dans les processus mêmes de conduite des affaires publiques. Elle s'intéresse aux effets de la périphéricité politique, économique, territoriale, dans un système politique où la capacité d'action est cruciale. Elle s'est spécialisée sur les politiques territoriales d'enseignement supérieur et de recherche, abordant ainsi la complexité des mécanismes de la coopération au travers notamment des relations politico-universitaires, et étudiant les formes d'intervention publique territoriale et leurs effets sur la gouvernance des établissements et les pratiques professionnelles des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Résumé. Depuis les années 1980, les pouvoirs urbains, locaux et régionaux jouent un rôle grandissant dans les politiques d'enseignement supérieur et de recherche en France. La gouvernance locale de l'action universitaire pose alors un problème de territorialisation des activités professionnelles de ce secteur en vue notamment d'accroître le niveau de formation des populations locales
et de stimuler le développement économique territorial. Les institutions politiques locales doivent en réalité négocier avec les logiques, les intérêts et les résistances des professionnels du secteur, avec le rôle central de l'État et plus globalement, avec la pluralisation des espaces de référence des activités universitaires. Ce qui est finalement observé, au niveau des institutions politiques locales, c'est un certain renoncement au mode négocié de gouvernance au profit d'un recours grandissant aux dispositifs incitatifs et contractuels. De ces nouveaux dispositifs publics, non spécifiquement locaux, émerge un type de relation locale sectorielle particulier, où la réciprocité est contrôlée et où les figures professionnelles valorisées sont celles de l'entrepreneur et de l'innovateur. Abstract. Since the 1980s, regional, local and urban governments play an increasing role in higher education and research policies in France. In fulfilling this aspect of local governance, their goal is to regionalize university activity, that is, to increase the high-level skills of young people and employees and contribute to economic development by research, technology transfers and business start-ups. To do so, regional and local authorities have to deal with the interest and resistance of university professionals, with the central importance of the national state in this sector and more generally, with the fact that university activities concern a multi-level governance. What it is observed is a growing shift from negotiated form of governance to grants which are offered as incentives to comply with governance choices and contracts that are linked with selection criteria, such as calls for research program proposals. As a result, a particular relationship between local interest and the higher education research branch is emerging, in which the reciprocal advantages of the partners are monitored and branch professionals are compelled to offer entrepreneurial and innovative skills. La territorialisation des politiques publiques conduit souvent à discuter de l'organisation politique territoriale. Elle donne lieu, il est vrai, à des processus plus complexes que la seule décentralisation des pouvoirs vers les autorités régionales et locales, d'autant plus s'il s'agit de compétences non transférées sur le plan législatif, j'y oste dans cet ouvrage. Néanmoins, aborder la territorialisation du point de vue de la gouvernance locale rend particulièrement visible ce qu'elle sous-tend en termes de recomposition des identités professionnelles concernées par les programmes publics et de remise en cause des compromis corporatistes réalisés au niveau national au profit des échelons régionaux et ou locaux, Douillet de Maillard dans cet ouvrage, Vion, Le Gallès 1998. Ainsi, dans le cadre étudié ici de l'action publique locale universitaire, territorialisée, vise bien à ce que les équipes présidentielles des universités mais aussi les enseignants-chercheurs et les chercheurs tiennent compte, dans leurs activités, d'enjeux territoriaux tels que le développement local, prennent en considération des contextes territorialisés, Manifet 2006, et admettent, in fine, l'intérêt des '. Organiser localement leurs activités et leurs relations avec leurs partenaires ressources, publics et privés. C'est en cela que la territorialisation de l'action publique sera ici abordée, moins comme un moyen pour faciliter la coordination des acteurs, Durand-Koenig 1996, ou leur intégration, Le Gallès 1998, que comme un problème au cœur de la gouvernance locale. L'approche cognitive des politiques publiques, Jobert-Muller 1987, Fort-Pollet-Warin 1995, sera particulièrement utile pour montrer que les politiques universitaires territoriales véhiculent une vision de la place et du rôle de l'université dans les sociétés locales et sont donc vouées à transformer l'environnement, les missions et les pratiques des professionnels de l'université. 1. La dynamique conflictuelle du rapport local sectoriel, Fort 1995, s'exprime alors pleinement dans l'action. 2. Or, l'activité médiatrice des collectivités territoriales s'avère contestée et les solutions trouvées par les pouvoirs locaux semblent accréditer la thèse d'un certain renoncement aux démarches négociées au profit de dispositifs incitatifs et contractuels. 3. 1. L'UNIVERSITE, un rôle territorial en construction. La banalisation des politiques universitaires locales. Diverses raisons expliquent que les collectivités territoriales aient investi, à partir des années 1980, le dossier universitaire, leur autonomie juridique, la globalisation économique et la concurrence accrue entre les territoires,
les attentes fortes des familles et des entreprises en matière de formation supérieure et d'innovation technologique. Il en est ainsi de l'engouement des élus des villes moyennes et des conseils généraux, alliés ici à leur chef-lieu, pour accueillir des délocalisations universitaires avant et pendant le plan Université 2000, 1991 à 95. L'État a lui-même encouragé l'implication des conseils régionaux dans le cadre de la contractualisation, devenue systématique, des programmes d'investissement universitaire, plan U2000, plan U3M et CPER. Aujourd'hui, ce sont bien tous les niveaux de décision territoriaux qui en France se saisissent de la question universitaire. Les pouvoirs d'agglomération moyenne ou grande, les conseils généraux et les conseils régionaux. Les contributions territoriales concernent tous les domaines d'activité de l'université. Formation, recherche, vie étudiante, valorisation, pour des investissements immobiliers autant que pour des opérations considérées comme stratégiques par les établissements. Bourse pour les étudiants, soutien à la recherche, valorisation. Tous ces éléments contribuent à doter progressivement les collectivités territoriales d'une certaine légitimité à piloter ce secteur public, de façon empirique aujourd'hui, et demain peut-être, plus formellement, à côté de l'État. L'UNIVERSITE, une ressource territoriale devenue centrale. Deux aspects sont essentiels pour qualifier les modes d'intervention publics territoriaux en matière universitaire. Un principe de centralité et un principe d'utilité. Le principe de centralité rend compte d'un déplacement de la place du dossier universitaire sur les agendas locaux. Traditionnellement, l'université et l'enseignement supérieur en général pouvaient être perçus comme de stricts supports au développement économique local. Dans les années 80, l'intérêt économique est toujours déterminant, mais il est perceptible que l'université est désormais considérée comme l'élément suffisant à partir duquel tout s'enchaîne, un facteur productif de richesse en soi. Il arrive même que ce dossier détrône les dossiers locaux traditionnels tels que le désenclavement routier ou le développement économique. De plus, malgré la massification de l'enseignement supérieur, l'université demeure une ressource rare, source de centralité et de visibilité pour les territoires qui en sont dotés. À ce principe de centralité doit toutefois être adjoint un principe d'utilité, utilité sociale, économique, culturelle et territoriale. Ainsi, les universités doivent s'ouvrir à leur environnement socio-économique et politique et répondre à des enjeux de démocratisation scolaire, d'emploi, de productivité des entreprises autant que résoudre des problèmes de déclin économique et territorial. Ces ambitions territoriales coïncident avec la montée de nouveaux modèles d'organisation économique et sociale, économie de la connaissance, attribuant une place centrale au capital humain, aux qualifications et à l'innovation technologique. Cette relative convergence des idées, à différentes échelles, démontre le besoin que les volontés politiques étudiées au niveau local n'entrent pas forcément en contradiction avec les volontés nationales ou européennes, qu'elles peuvent aussi les renforcer. 2. La territorialisation PROBLEM-ATIQUE de l'action universitaire. Les politiques universitaires territoriales forment des configurations sociales, Elias, 1991, qui, sans être aléatoires, sont des chaînes d'interdépendance non stabilisées qui vont des acteurs gouvernementaux jusqu'au public cible, Gustafsson cité par Kiviniemi, 1986. Dans ces configurations, les universités constituent des porte-paroles privilégiés des projets locaux. Encore faut-il que ces acteurs adhèrent à ces projets. En effet, l'université n'est pas seulement un objet d'intervention publique, ou encore une organisation dotée d'un centre de décision, c'est aussi un secteur professionnel pris ici dans le sens de la sociologie des professions, du Bar-Tripier 1998. Cette perspective sous-tend des problèmes de coordination politico-universitaire liés, d'une part, au poids historique de l'organisation centralisée du secteur et d'autre part, à la différenciation des logiques de ces deux sphères. Le poids de la tradition CENTRALISEE, d'organisation du secteur. L'État pilote le secteur dans une logique de cogestion avec les instances corporatives pertinentes, syndicales, disciplinaires, catégorielles, statutaires, universités, Musselin 2001. Ce système bilatéral n'est pas favorable à la territorialisation
et les relations entre les établissements universitaires et les collectivités territoriales ne se réalisent jamais sans la présence, même en arrière-plan, de l'État. Par exemple, lorsque les collectivités locales souhaitent contribuer à la conception des activités de formation localisées sur leur territoire, elles font face à des circuits bien ordonnés, dont elles sont exclues, impliquant 3 acteurs, les enseignants-chercheurs porteurs de projets, les acteurs centraux des établissements et le ministère. De même, le recrutement des enseignants-chercheurs est souvent le lieu majeur de tension alors que les gouvernements des universités n'ont que partiellement la main face au pouvoir du ministère. Des cadres identitaires et de LEGITIMITEDIFFERENCIES. La tradition centralisée d'organisation du secteur ne saurait toutefois expliquer seule le caractère conflictuel du rapport local sectoriel. Les logiques autant que les contraintes sont distinctes entre les représentants politiques et administratifs des collectivités territoriales et les personnels des universités. Par exemple, quand les uns pensent aménagement d'un quartier dans la ville, mixité des activités, des équipements et des populations, les autres pensent unité de fonction, de lieux et d'équipements et spécificité des missions, des services et des publics. Quand les uns souhaitent avancer rapidement, les autres ont besoin de temps pour construire des filières, monter des équipes de recherche et institutionnaliser des thématiques. Quand les uns voudraient bien se décharger des coûts de fonctionnement quotidien au profit du soutien aux projets innovants, aux activités internationales, aux formations professionnalisées, à la recherche et à l'innovation, les autres auraient besoin d'un accompagnement soutenu, non finalisé ou sur des priorités différentes. De la même façon, le recrutement des enseignants-chercheurs suppose pour les collectivités un classement articulé à des objectifs politiques alors qu'au sein de l'université, les classements sont contraints par le rapport entre charges, effectifs étudiants et coûts pédagogiques des filières et potentiel de compétences professionnelles disponibles. La nouveauté de la relation entre les acteurs de ces 2 univers autant que les méconnaissances réciproques peuvent expliquer certaines maladresses ou carences stratégiques de part et d'autre. Toutefois, ces acteurs refusent d'entrer vraiment dans l'univers de l'autre. Car cette relation est aussi politique, c'est-à-dire que s'y mêle du côté des universitaires la crainte de l'ingérence politique. Les élus locaux sont soupçonnés d'instrumentaliser l'université à leur seule stratégie communicationnelle et électorale. Une majorité d'universitaires n'est d'ailleurs pas vraiment convaincue de l'intérêt de la territorialisation de leurs activités, et y est même opposée, estimant que ce procédé participe soit à la secondarisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, soit à sa marchandisation. Le problème de la définition du contenu des activités de formation ou de recherche constitue, à ce titre, la pierre d'achoppement de la coopération politico-universitaire. Les universitaires affirment que cette question est leur chasse gardée, et que le politique n'a pas à s'en mêler. Or, du côté des élus, les implications territoriales des choix universitaires en matière de formation comme d'activités de recherche sont telles qu'ils ne peuvent pas ne pas se soucier de leur contenu. Ces difficultés tendent finalement à mettre en échec les modes négociés de gouvernance, conduisant les équipes politico-administratives locales à développer d'autres stratégies de pilotage de leur politique. 3. Vers une gouvernance par les dispositifs ? Ces difficultés ne sauraient atténuer les effets de la territorialisation, même partielle, des politiques universitaires. La territorialisation participe largement à en fragiliser les mécanismes néocorporatistes traditionnels, en impliquant la pluralisation des espaces politiques de référence et la mise en concurrence, ou la redondance, des donneurs d'ordre ou encore l'émiettement des modes de représentation des intérêts corporatistes, désormais autant fondés sur des logiques d'établissement et régionales que sur des logiques disciplinaires et nationales. Cette complexification des contextes de l'action publique universitaire pose bien des problèmes de gouvernabilité à tous les niveaux de décision. Différents travaux ont ainsi montré que les acteurs gouvernementaux se réorganisaient, notamment par le biais de dispositifs nouveaux tels que les formes délibératives ou contractuelles, Lacombe-Le Gallès 2004, Gaudin 1999, Lacombe-Valluy 1996. Dans le même esprit, Pinson montre comment le projet peut être instrumenté comme force de mobilisation collective, 2006. A priori,
Tous ces nouveaux instruments valorisent une construction négociée de l'action publique et le contrat, affiché comme règle construite conjointement, est envisagé comme une solution politique universelle. Bérivin-Musselin 1996. Or, il n'est pas inutile, dans cette troisième et dernière partie, et toujours au niveau territorial, d'interroger la montée de ces dispositifs contractuels, du point de vue des contraintes qu'ils représentent en termes justement de restriction du dialogue et de contrôle de la réciprocité locale sectorielle. Des dispositifs de coordination à distance. Ainsi, ces dernières années, ont prospéré au niveau des conseils régionaux, des conseils généreux et des pouvoirs d'agglomération, des formes particulières d'accompagnement et de soutien aux activités universitaires. Bourse sociale, bourse de mobilité, bourse de stage, bourse doctorale et post-doctorale, prix de thèse, prix de l'innovation, bourse de chercheurs invités, appel à propositions ou à projets de recherche, etc. Ces dispositifs mis à disposition des professionnels du secteur et des publics étudiants sont incitatifs dans le sens où ils répondent tous aux règles de l'appel d'offres. Le soumettant invite des soumissionnaires à lui présenter des offres, qu'il aura le pouvoir de sélectionner au regard des valeurs et critères qu'il aura lui-même édictés au départ. En apparence au moins, ces dispositifs n'occasionnent pas l'ingérence politique dans les activités sectorielles et sociales, ni ne véhiculent l'idée d'une nécessaire convergence des points de vue en présence. La différenciation sociale est assumée. Les universités et les universitaires sont libres de répondre ou de ne pas répondre à ces appels, sachant que dans la réalité, ces mêmes acteurs sont dépendants de ressources externes pour maintenir et développer leurs activités. En réalité, les critères de financement contribuent, au-delà des opérations concernées, à juger de la pertinence, de la validité, de l'environnement et de l'intérêt tant scientifique que social des activités universitaires. Des dispositifs d'impulsion mais aussi de contrôle de la RECIPROCITELOCALSCTORIEL. Toute la force du dispositif incitatif est qu'il systématise la structure de réciprocité de l'échange public. Simultanément offrir, allouer quelque chose et demander, exiger quelque chose et cette combinaison doit comporter un élément de proportionnalité raisonnable. L'ECA 1996 page 348. Ce contrôle de la réciprocité publique sectorielle n'est pas nouveau. Il est bien présent dans l'approche néocorporatiste développée par Jobert et Muller, 1987, ainsi que dans la théorie des régimes urbains de Stone, 1993, qui classifie les régimes au regard de la problématique double de mobilisation et de contrôle des intérêts privés. Il est clair toutefois que le caractère devenu pressant de la réciprocité, au détriment de la confiance, ainsi que la contractualisation systématique des relations, y compris entre acteurs issus de la même sphère publique, rapproche de plus en plus ces formes d'échange public des formes d'échange décrites ailleurs, notamment dans le monde économique. Cordonnier 1997. Les rapports de pouvoir, d'intérêt et de rentabilité sont là attestés, sans négliger la possibilité pour l'offreur de fixer des rôles à son client par le biais de dispositifs, Dubuisson-Kellier 1999, ou pour le sous-traitant d'exploiter à son avantage le capital confiance obtenu, dans la durée, auprès de son donneur d'ordre et de développer ainsi un ensemble de comportements opportunistes. Neuville 1997. En guise de conclusion, on peut interroger le sens de ces dispositifs incitatifs en réfléchissant au mode de pilotage public qu'ils promeuvent. Le mode de régulation politique encourage les universités et les universitaires à s'inscrire dans des démarches toujours plus entrepreneuriales en même temps qu'efficientes sur divers plans, économiques, social, territorial, politique, accélérant ainsi l'introduction d'un référentiel du marché ou quasi-marché, Slaughter-Leslie 1997, au sein de ce système professionnel traditionnellement fermé et protégé, Segretin 1985. Cette nouvelle gouvernance par les dispositifs soulève en tout cas un champ de questionnement pour le chercheur travaillant sur l'action publique territoriale, notamment celui-ci. Qu'en est-il du processus de socialisation, territorialisation des acteurs universitaires qui, pour obtenir les aides territoriales, intègrent stratégiquement les préférences politiques locales au moment de l'élaboration de leur dossier de candidature? Les politiques d'emploi au risque de la territorialisation concurrentielle. Jean-Raphaël Bartoli et Olivier Mériot. Jean-Raphaël Bartoli,
était directeur général du groupe Amnios Consultants, cabinet spécialisé en évaluation des politiques publiques, conseil stratégique et opérationnel aux collectivités locales et accompagnement des acteurs du développement local. Olivier Mériot est chargé de recherche à Sciences Po Grenoble, UMR Pacte. Il occupe parallèlement les fonctions de conseiller scientifique au sein du groupe Amnios Consultants. Courriel: olivier.meriot@iep.upmf-grenoble.fr. Résumé. Les instruments et procédures susceptibles d'asseoir des formes de gouvernance négociée des politiques territoriales d'emploi échouent très fréquemment à contrecarrer les effets de cloisonnement et de concurrence interinstitutionnelle, qui vont croissant à mesure que chaque acteur territorial développe ses propres programmes pour l'emploi, en réponse à des besoins locaux. Si la territorialisation concurrentielle contribue à revisiter le référentiel de la politique de l'emploi, elle rend plus aléatoire la déclinaison opérationnelle des orientations stratégiques et la mise en cohérence des dispositifs existants, alors même que tous les acteurs en font un objectif prioritaire. Abstract. In the field of employment policies, the trend towards territorial policy making (HAS) creates side effects of segmentation and competition. Each actor HAS develop its own programs for employment in response to local needs. This competitive territorialization produces contradictory FECF. On one side, it contributes to modernize the statist frame of reference of employment policies. On the other, it complicates the operational implementation of strategies and reduces the coherence between existing programs. Comme d'autres champs de l'action publique ayant subi depuis plus de 2 décennies les effets du double mouvement de déconcentration et de décentralisation, la politique de l'emploi offre aujourd'hui un paysage difficilement lisible. Si la distinction entre la logique de projection propre aux politiques territorialisées et la logique de projet des politiques territoriales demeure heuristique, elle ne peut rendre compte de la diversité, de la complexité et du caractère mouvant des configurations observées. L'hétérogénéité et la mutabilité des situations locales sont telles que l'on peut se demander jusqu'à quel point il est encore raisonnable d'afficher l'ambition d'une lecture globale de la production des politiques, dans ce domaine comme dans d'autres, sauf à se rabattre sur le pis-aller de la complexité territoriale. Il nous semble judicieux dès lors d'en revenir à des interrogations plus ciblées, et surtout d'essayer de mettre davantage en relation les aspects liés au mode de conduite des politiques publiques avec les évolutions de leur contenu normatif. Dans cette perspective, on insistera ici sur l'un des aspects qui ressort le plus fortement de notre expérience en matière d'évaluation et d'accompagnement des politiques territoriales dans le domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Nous observons en effet que les instruments et procédures susceptibles d'asseoir des formes de gouvernance négociée des politiques d'emploi échouent très fréquemment à contrecarrer les effets de cloisonnement et de concurrence interinstitutionnelle, qui vont croissant à mesure que chaque acteur territorial développe ses propres programmes pour l'emploi, en réponse à des besoins locaux. Les outils de coordination ne peuvent qu'avoir une effectivité limitée, dès lors que ce qui est en jeu le plus souvent est la définition de l'autorité légitime à assurer l'intégration territoriale des différents segments des politiques d'emploi. Ces jeux de concurrence territoriale ont des effets ambivalents, voire paradoxaux. Sur le plan de la doctrine, ils contribuent à revisiter le référentiel de la politique de l'emploi en intégrant un certain nombre d'enjeux largement ignorés par l'État dans ses modes d'action traditionnels, mais en pratique, ils rendent plus aléatoire la déclinaison opérationnelle des orientations stratégiques et la mise en cohérence des dispositifs existants, alors même que tous les acteurs en font un objectif prioritaire. 1. Action publique pour l'emploi. Un nouveau rapport au territoire. À s'en tenir à une lecture strictement institutionnelle de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales, la dimension territoriale des politiques de l'emploi devrait se limiter aux espaces localisés de mise en œuvre des dispositifs relevant de l'État et du service public de l'emploi. L'emploi en effet n'a jamais figuré parmi les domaines de compétences transférés par l'État, au fil des différentes phases de la décentralisation. Mais 2 processus concomitants ont progressivement amené, à partir des années 1980, une profonde transformation du statut du territoire dans ce domaine de l'action publique. D'une part, au sein de l'État,
La logique de l'offre, qui consistait à distribuer de manière uniforme un ensemble de mesures indépendamment des caractéristiques des territoires, a peu à peu cédé la place à une logique fondée sur l'expression d'une demande localement construite autour d'une plus grande concertation et d'une coordination accrue entre les acteurs, qu'ils appartiennent aux services publics de l'emploi ou aux collectivités territoriales. Quintaille-Guiton 2002, page 29, voire aussi Berthet 2005. Ce mouvement de renforcement de la dimension territoriale des politiques de l'État s'ancre en grande partie dans les lignes directrices de la stratégie européenne de l'emploi, qui ont mis l'accent sur la nécessité d'impliquer les autorités régionales et locales, selon une approche totalement décentralisée, conformément au principe de subsidiarité. Commission européenne 2000-2001. Les incitations et encouragements de la part de l'Union européenne, de ses fonds structurels et de la Commission, ont ainsi cherché à conforter le rôle des acteurs locaux dans la mise en œuvre d'approches stratégiques et intégrées de l'action sur l'emploi. Amios Consultant 2001A. D'autre part, les collectivités territoriales, fortes de la clause générale de compétence, n'ont pas attendu d'hypothétiques transferts de compétences de l'État en la matière pour développer leurs interventions. Compte tenu des difficultés d'insertion sur le marché du travail depuis le début des années 1980, de l'ampleur du chômage et de ses effets sociaux, des risques que font peser les restructurations de l'appareil productif sur l'équilibre des territoires, l'intérêt public local en matière d'emploi s'est avéré suffisamment évident pour fonder un processus de prise en charge de ces enjeux politiques par les collectivités territoriales. La difficulté réside alors dans le passage d'une préoccupation partagée pour l'emploi à une politique coordonnée, articulant les interventions d'une pluralité d'acteurs locaux, tout aussi légitimes les uns que les autres à vouloir apporter une réponse. 2. Les 4 scènes de la gouvernance territoriale des politiques d'emploi. Initiée dans les 2 dernières décennies, la montée en puissance de la gouvernance locale des politiques d'emploi se nourrit du caractère par excellence indissociable des multiples facteurs à l'origine des problèmes d'emploi. Exposition croissante des industries à la concurrence internationale, déficit de main-d'œuvre formée, faiblesse des investissements en recherche-développement, mauvaise qualité des infrastructures, etc. En cette matière tout particulièrement, l'absence de congruence entre la définition des compétences organisationnelles et institutionnelles et la nature des problèmes auxquels les pouvoirs publics se trouvent confrontés, durant 1999, page 119, interdit a priori de délimiter des domaines d'intervention précis. Dans un environnement politico-administratif aussi stratifié que le système français, le caractère complexe des problèmes d'emploi offre ainsi une justification aisée à chacun des acteurs publics pour développer au plan territorial sa propre batterie de politiques pour l'emploi. La tendance n'a fait que s'accentuer avec l'acte 2 de la décentralisation, le développement de l'intercommunalité et le basculement à gauche des conseils régionaux en 2004. La gouvernance locale des politiques de l'emploi se joue essentiellement aujourd'hui dans les modalités de l'articulation entre 4 niveaux de pouvoir. En charge du développement économique et social de leur territoire, les pays et agglomérations se dotent progressivement d'une politique territoriale, en affichant leur volonté de mieux articuler développement économique du territoire et politique d'emploi et de formation. Cette doctrine d'intervention passe par la mise en place de partenariats locaux, qui ont pour objet d'associer largement l'ensemble des acteurs socio-économiques du territoire. Cependant, la construction de cette transversalité bute très fréquemment sur l'antériorité et la structuration autonome de la politique de la ville et des services en charge du développement économique. De manière générale, le positionnement des pays et agglomérations sur le champ de l'emploi demeure hésitant et surtout peu lisible, aussi bien en interne que pour leurs partenaires. La non-correspondance des périmètres de pays et d'agglomération avec les zones du service public de l'emploi est un frein bien connu à la coordination des interventions publiques. Dotés désormais de la plénitude de compétences dans le champ de la formation tout au long de la vie, mais disposant également de compétences accrues dans le domaine du développement économique, les conseils régionaux ont, de ce fait, une légitimité renforcée pour tenter de mettre en cohérence les politiques de développement économique, d'insertion et de gestion des ressources humaines. L'engagement des conseils régionaux sur le terrain des politiques d'emploi,
D'abord discret et très ciblé depuis le milieu des années 1990, s'est fortement accéléré dans les derniers mois. Élus en avril 2004 sur la base de programmes dans lesquels figurait en bonne place la création d'emplois tremplins, pour remplacer les emplois jeunes supprimés par le gouvernement, les nouveaux exécutifs régionaux, à l'instar de celui de Rhône-Alpes, n'hésitent plus désormais à organiser leur communication autour de l'emploi, décrétée priorité numéro 1 de la région. Mais le volontarisme du discours ne peut masquer le fait que cette volonté de promouvoir une politique de l'emploi intégrée au plan régional bute pour l'heure sur un déficit d'instrumentation et d'expertise. Conferinfra. Dotées d'une pléthore de schémas et de plans, au travers desquels elles peuvent à loisir redessiner l'horizon stratégique de l'action publique, les régions sont nettement moins bien équipées pour en décliner les orientations de manière opérationnelle. Bartoli, Mériot, 2006. Les politiques départementales d'insertion ont été fortement impactées par la décentralisation de l'ensemble de la gestion de l'allocation du RMI, alors que prévalait auparavant un système de copilotage État-département. La création du contrat d'insertion RMA, CIRMA, ainsi que l'utilisation d'outils nouveaux comme les contrats d'avenir, favorise le développement d'une politique départementale d'emploi et d'insertion professionnelle qui tend à se déployer de façon autonome, produisant sa théorie d'action et ses outils spécifiques. La diversité des publics relevant du RMI, l'accroissement du nombre d'allocataires, favorise l'apparition d'une politique volontariste des départements dans le champ de l'emploi et de la formation, alors que jusqu'à présent l'essentiel de leurs initiatives se cantonnait au volet social de l'insertion. Pour l'heure, l'articulation avec les programmes de formation des régions reste encore largement à construire. Enfin, ainsi qu'on l'a mentionné, le service public de l'emploi joue sa propre partition territoriale, sans se départir d'un rapport assez ambigu à l'autonomie locale. Ces politiques en surplomb viennent fréquemment percuter les initiatives conduites par les autres acteurs territoriaux. Ainsi, avec le plan de cohésion sociale, et notamment la création des maisons de l'emploi, l'État renoue avec une posture directive dans la façon d'appréhender le territorial. Certes, les maisons de l'emploi tentent d'associer fortement les acteurs locaux dans la mise en œuvre, notamment en instaurant le principe du portage de la maison de l'emploi par une collectivité territoriale. Mais la rigidité des cahiers des charges ne favorise guère une appropriation locale du dispositif et risque de transformer une intention louable en partenariat technique de structure, assez déconnecté des réalités locales et des enjeux territoriaux. L'investissement croissant et quelque peu désordonné des collectivités territoriales dans l'action publique pour l'emploi, aux côtés de l'État et des partenaires sociaux, gestionnaires des fonds de la formation professionnelle et de l'assurance chômage, tend ainsi à rendre obsolète la logique juridique de répartition des responsabilités. En dehors des transferts de compétences organisés par la loi, c'est davantage désormais une logique fonctionnelle qui guide les interventions des collectivités. Or, par définition, une telle logique n'a pas de principe de limitation, hormis les contraintes budgétaires des collectivités, dont on sait par ailleurs combien elles se sont alourdies depuis 2004. 3. Les effets ambivalents de la territorialisation concurrentielle. Leitmotiv de la stratégie européenne de l'emploi, l'approche intégrée des politiques de l'emploi déstabilise les équilibres byzantins de la décentralisation à la française, tout autant d'ailleurs que la distribution des compétences entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Si le local est désormais une composante pleinement reconnue des politiques d'emploi, des incertitudes majeures demeurent quant à la désignation de l'autorité légitime à assurer l'intégration territoriale de leurs différents segments. Ces incertitudes nourrissent des comportements de concurrence qui ne peuvent être que partiellement résorbés par les multiples instruments pseudo-contractuels censés organiser la décentralisation coopérative, de Briand 2006. Car ce qui est en cause, à ce stade, ce n'est pas tant la recherche d'une meilleure coordination fonctionnelle que la structuration des relations de pouvoir, dans un cadre juridique qui proscrit la hiérarchie entre collectivités territoriales. Cette situation de territorialisation concurrentielle produit des effets ambivalents, dont il importe de repérer à la fois le potentiel d'innovation dans l'ordre de la conception des politiques d'emploi, et les faiblesses évidentes dans l'ordre de la mise en œuvre opérationnelle. Innovation dans la conception des politiques d'emploi.
en tentant de faire valoir une approche des problèmes d'emploi susceptible de le positionner comme l'échelon le plus pertinent, selon l'expression consacrée, chaque acteur territorial contribue peu ou prou à faire évoluer le référentiel des politiques d'emploi. Au travers des schémas régionaux de développement économique, on perçoit ainsi nettement aujourd'hui que certaines régions sont engagées dans une course de vitesse, pour disputer aux grandes intercommunalités un rôle d'assembleur, d'une action publique articulant stratégie de développement économique, d'une part, et de développement des ressources humaines, d'autre part. Ce faisant, ces collectivités remettent en cause une partition entre l'économique et le social qui a toujours été structurante dans les politiques étatiques. Autre aspect de cette rénovation du référentiel, la manière dont certaines collectivités se saisissent du thème de la sécurisation des parcours professionnels, en tentant de faire valoir une conception sensiblement différente de celle qui informe à l'heure actuelle les initiatives de l'État ou des partenaires sociaux. Les politiques locales, parce qu'elles sont plus directement en prise sur le fonctionnement réel du marché du travail, peuvent ici faire la différence. Alors que la tendance globale est de reporter sur l'individu la charge du développement de son employabilité, comme élément d'assurance contre les risques de rupture qui affectent de manière croissante les trajectoires professionnelles, le niveau local peut être le lieu où s'inventent de nouvelles garanties collectives de gestion de la mobilité, subies ou choisies. Encore faut-il souligner que jusqu'à présent, la dynamique de territorialisation des politiques de l'emploi s'est plutôt traduite dans les faits par un renforcement du traitement individuel sur un mode beaucoup plus coercitif que facilitateur des projets personnalisés, suivi renforcé par l'ANPE, profilage, activation de l'assurance chômage. Cette tendance, soulignée par Thierry Berthet dans sa contribution à cet ouvrage, montre que les collectivités locales, qui affichent fréquemment une autre approche, peinent pour l'instant à peser sur la mise en œuvre effective des politiques. Faiblesse dans l'ordre de la mise en œuvre opérationnelle. Si elle traduit sans doute plus fidèlement l'enchevêtrement des facteurs en cause dans l'évolution de l'emploi, la complexification du référentiel des politiques d'emploi se paye d'abord d'un alourdissement des processus de production de l'action collective. Systématiquement relevée par les parties prenantes, la lenteur des phases de diagnostic partagé souligne combien cette étape est cruciale pour espérer avancer vers la réalisation d'un bien commun territorial. Mais nombreuses sont les politiques partenariales, qui finissent par se justifier essentiellement par leur capacité à maintenir des tours de table destinés à rassembler l'ensemble des parties prenantes, qui, compte tenu de l'enchevêtrement des compétences et du caractère multiniveau de l'action, ont tendance à être de plus en plus nombreux et de moins en moins hiérarchisés. À terme, l'action collective est alors menacée d'inefficacité ou de défaillance en raison d'une croissance excessive des coûts de transaction et de coordination, Mériot-Verdier 2006. Même sans aller à ce type d'extrémité, la difficulté à articuler les phases de définition plus ou moins concertées du projet stratégique commun, de type charte de pays, projet d'agglomération ou SRDE, avec les instruments censés le décliner de manière opérationnelle, contrats de tous ordres, est une constante. Déficit d'expertise, portage politique aléatoire, flou dans la hiérarchisation des priorités, faiblesse du suivi et de l'évaluation. Autant de réalités courantes qui doivent inciter à prendre avec prudence les ambitions affichées par les acteurs des politiques territoriales de l'emploi. Sur des programmes plus circonscrits visant à l'insertion professionnelle, la situation encore la plus couramment observée est celle où les prestations de formation offertes aux demandeurs d'emploi sont moins fonction du potentiel et des objectifs de la personne que de son statut juridique. Or celui-ci détermine un champ de compétences et un type de prescripteur, dont rien ne dit a priori qu'il est susceptible de mettre en place le type d'action le plus cohérent avec la logique du parcours d'insertion professionnelle, confère Amios 2001b. De manière générale, la mise en œuvre d'une politique de l'emploi intégrée et pilotée au plan territorial pose non seulement la question des outils, méthodes et modes d'organisation susceptibles de produire de la transversalité, mais également des modes de pilotage et de transformation des organisations susceptibles d'y contribuer. Or, tant l'État que les collectivités locales peinent encore à adopter des organisations de type conduite de projet, qui seraient capables d'accompagner efficacement des démarches associant action sur la gestion des ressources humaines, le développement économique et l'insertion. L'État social a le PREUVE de l'action territoriale.
POSTMODERNITE et politique publique de PROXIMITE dans le champ de la relation FORMATIONEMPLOI. Thierry Berthet. Thierry Berthet est chercheur CNRS au CERVL Pouvoir, Action publique, territoire de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et directeur du centre régional associé au CEREC pour la région Aquitaine. Il travaille sur les politiques d'emploi et de formation professionnelle, et a récemment dirigé l'ouvrage des emplois près de chez vous. La territorialisation des politiques d'emploi en question, Bordeaux, Presse universitaire de Bordeaux 2005. Courriel t.berthet@sciencespobordeaux.fr. Résumé. La formulation et la mise en œuvre des politiques publiques connaissent de profondes transformations sous l'impulsion d'une série de dynamiques qui affaiblissent la régulation centralisée des rapports sociaux. Cette contribution constitue une tentative de formalisation d'un modèle analytique fondé sur la notion de proximité. Appliquée au champ des politiques actives de l'emploi, elle vise à fournir des clés d'analyse des mutations contemporaines de l'état social. Abstract. Public policies formulation and implementation are changing under the pressure of several dynamics, weakening the state legitimacy. This chapter presents an attempt to conceptualize this transformation by using the notion of proximity. Applied to active labor market policies, the main goal of this contribution is to provide an analytic frame to the understanding of contemporary mutation of the social state. Qualifiée tantôt de postmoderne tantôt de modernité dépassée, radicale ou seconde, la société contemporaine semble marquée par la prégnance de la gestion des risques Beck 2001. Dans un contexte de déstabilisation des repères canoniques de la modernité classique, la gestion des risques devient centrale et le territoire tend à devenir un élément repère de recomposition de l'action publique, Mériot-Verdier 2006. La compréhension des articulations entre ces transformations sociétales et leur impact sur les différents domaines concrets de l'action publique constitue un défi majeur pour les sciences du politique. L'objet de ce travail est d'ébaucher les prémices d'un modèle explicatif, permettant d'établir des liens méso-analytiques entre ces niveaux éloignés d'observation. L'importance des transformations institutionnelles, cognitives et instrumentales à l'œuvre invite à s'intéresser plus précisément au réagencement territorialisé des politiques publiques. La problématique de la territorialisation des politiques publiques est ainsi au cœur de cette réflexion. Plus précisément, l'hypothèse d'un registre dominant de proximité dans la mise en œuvre des politiques publiques sera avancée ici. L'intérêt de la mise en perspective analytique qu'offre la notion de proximité est de permettre d'avancer d'un point de vue analytique dans la direction qu'offre Bruno Jobert, indiquant que le pont est très rarement fait entre l'analyse des systèmes de croyances et de valeurs, l'étude des cultures politiques et les pratiques gouvernementales. Du fait de cette segmentation, il est difficile d'appréhender la relation de l'action publique à la société. Jobert 1998 page 122. La question des modes de légitimation dont procède fortement la référence à la proximité est une clé de compréhension de ces liens souvent négligés dans l'analyse des politiques publiques territorialisées. C'est à ce niveau que la référence à la proximité sera ici mobilisée. Pour reprendre les termes de Christian Lebar et Rémi Lefebvre interrogeant au fond les trois dimensions du politique, politics politi, policy, à travers la proximité, il s'agit bien de restaurer la confiance politique. Lebar-Lefebvre 2005, page 29. Mais quel que soit l'intérêt heuristique d'opérer cette distinction entre niveaux d'analyse du politique, il faut aussi signaler qu'au confluent de ces trois dimensions réside une interrogation de fond sur l'usage de la proximité.
celle de la possible construction d'un nouvel espace public fondé sur la proximité géographique et relationnelle qui permette la définition d'un intérêt général local ou réticulaire. Le champ empirique retenu pour effectuer ce travail est constitué des politiques actives de l'emploi. À la différence de la politique de l'emploi, politique nationale qui fait l'objet des apostrophes. Une déconcentration accrue, Berthet 2005. La formation professionnelle se singularise par sa décentralisation en phases successives, 1983, 1993, 2004, Berthet 1999, et sa soumission au nouveau Code des marchés publics qui structure la commandite publique en matière de formation des demandeurs d'emploi à une logique d'achat de prestations à des organismes privés. Dans les deux cas, la référence à la proximité, le Barr-Lefèvre 2005, Pecker-Zimmermann 2004, prédomine qui met au cœur de l'action publique trois dynamiques entremêlées de territorialisation, d'individualisation et d'hybridation publique-privée de l'action publique. 1. Territorialisation et registre d'action publique. Centralisme du gouvernement et intervention sectorielle ont durablement constitué le mode privilégié de définition de l'intérêt général. Un certain nombre de facteurs ont amenuisé la légitimité de cet édifice institutionnel, modèle du développement local, logique communautaire de subsidiarité, effritement de la capacité redistributive de l'État, en soutenant une dynamique de territorialisation croissante de l'action publique. Ce mouvement s'inscrit dans un univers d'acteurs où les qualités personnelles priment sur la représentation institutionnelle, et où règne le partenariat, la règle procédurale et la proximité institutionnelle. La territorialisation des politiques publiques a ainsi démultiplié les centres décisionnels et effectivement débordé le cadre sectoriel caractéristique de l'État moderne, Mériot 2005. La diversification et la complexification des domaines d'action publique soulignent les limites d'une approche sectorielle, alors que la réalité sociale apparaît sans cesse plus labile, diverse et difficile à saisir sans une connaissance fine de ses ressorts locaux. Encadrée par de nouvelles modalités de management le plus souvent d'inspiration communautaire, partenariat, subsidiarité, évaluation, coproduction territorialisée, la territorialisation de l'action publique vise à reconstruire les cadres de sa légitimation. En d'autres termes, l'efficience managériale supposée qu'octroie une action publique de proximité justifie la sortie progressive d'un modèle de définition statocentré de l'intérêt général. La territorialisation de l'action publique est ainsi facteur autant que miroir de la perte de prégnance d'une régulation centralisée des problèmes sociaux. Les changements que cette dynamique induit interrogent fortement les modèles classiques d'analyse du gouvernement. Par penchant disciplinaire sans doute, ce sont pourtant moins les restructurations géographiques que les nouvelles configurations de l'autorité et du pouvoir en leur sein qui sont au centre de la recherche en analyse des politiques publiques. L'analyse de la territorialisation par les politistes a ainsi principalement porté, pour ce qui concerne le niveau des policies, sur les nouvelles formes de coordination d'acteurs. Les travaux conduits sur la territorialisation des politiques d'emploi et de formation n'échappent à cette orientation, Bell-Duboucher 2004, Berthet 2005. La distance est pourtant grande entre l'ordre des bouleversements sociétaux évoqués plus haut et l'observation des changements concrets qu'on peut réaliser dans les secteurs de l'action publique comme l'emploi et la formation. Il est dès lors nécessaire d'établir un niveau intermédiaire méso-analytique qui permette de articuler changements sociétaux et sectoriels. Conformément aux prémices des analyses du dépassement de la modernité, c'est vers le champ de la légitimation qu'il semble possible de progresser. Il paraît en effet important de penser l'action publique en termes de cadre de légitimité, justification à faire contrainte, eu égard à la nature des changements que mettent en évidence ces théories qui soulignent la déperdition de sens qu'entraîne le doute systématique à l'égard des éléments fondant la légitimité de la régulation statocentrée. Pour ce faire, on propose ici de travailler sur la notion de registre d'action publique. Par registre d'action publique, on entend une notion analytique qui agrège, dans un même schéma de compréhension, les dimensions cognitives, institutionnelles et instrumentales afin de délimiter un périmètre de définition de la légitimité des acteurs.
En dépit d'une proximité évidente avec les concepts engagés dans la réflexion en termes d'approche cognitive des politiques publiques et notamment celle de paradigme, de référentiel ou de récit, cette notion de registre vise à dépasser le seul niveau des représentations et intégrer comme variables les dimensions institutionnelles et instrumentales de l'action publique. De la même manière, l'usage du terme de registre de légitimation renvoie principalement dans l'analyse des politiques publiques à une dimension symbolique de la justification, que nous envisageons d'élargir ici aux aspects liés au système d'acteurs et aux outils dont ils disposent. Cette notion s'inscrit enfin dans l'économie épistémologique de la mouvance postmoderne au sens où la mise en crise des systèmes de représentation stabilisés dans une société qui subit un processus de différenciation croissante, implique que s'y substituent des systèmes de légitimation fragmentaires parfois sectoriels. On explorera ici, à titre d'hypothèse, l'idée selon laquelle le registre dominant de l'action publique en matière d'emploi et de formation pourrait bien être celui de la proximité. Que ce soit sous l'angle des redistributions institutionnelles, des représentations de l'intérêt général ou des instruments de l'action publique, la proximité offre un répertoire de légitimation qui innerve aujourd'hui toute l'architecture des dispositifs de formation et d'emploi. On peut ainsi, en combinant ces trois éléments constitutifs, institution, représentation, instrument, développer trois lignes de force du développement de la proximité dans la conduite des politiques d'emploi et de formation. Territorialisation, individualisation et association croissante d'acteurs privés. 2. Les piliers de la PROXIMITE, territorialisation, individualisation, hybridation. La PROXIMITE institutionnelle. La territorialisation de l'action publique est la dimension la plus immédiatement associée à la rhétorique de la proximité. Rapprocher la décision publique des lieux d'émergence et de règlement des problèmes sociaux constitue en effet un élément central de la légitimation, par la proximité, des politiques localisées d'emploi et de formation. La territorialisation apparaît ainsi comme une dynamique concomitante à la remise en cause de l'État social, qui s'exprime dans les domaines de l'emploi et de la formation par des dynamiques de décentralisation et de déconcentration. La dimension institutionnelle occupe de ce fait une place décisive dans les processus de décentralisation. La décentralisation en premier lieu, mais aussi la déconcentration, génère des recompositions fortes des systèmes d'acteurs locaux. Émergence d'un acteur pivot, dans le cas de la formation professionnelle ou reconfiguration territorialisée du service public de l'emploi, SPE, la territorialisation est avant tout affaire de réaménagements institutionnels. Pour autant, on ne saurait négliger les dimensions symboliques et cognitives qui accompagnent ces restructurations institutionnelles. Les représentations qui sous-tendent les recompositions introduites par cette double territorialisation de l'action publique sont relativement proches. Le principal ressort de légitimation prête au territoire une efficacité plus grande que les actions conduites depuis le centre. L'efficacité des politiques territoriales est supposée meilleure parce que, soutenue par des procédés de management adéquats, elle permet de faire valoir les avantages de la proximité. Ces avantages sont d'ailleurs largement vantés: réduction des circuits décisionnels, meilleure connaissance des problèmes traités, socialisation au milieu, etc. Ces arguments sont bien évidemment discutables, voire contestables, mais la critique principale demeure celle du risque inégalitaire et clientélaire que l'inflation procédurière peine à faire taire. La méfiance accompagne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.